La présentation suivante d'Hélène, je massacre les noms, Hélène Krognek-Le Saoud et Gaël Chesnay, qui vont présenter Jouer pour prévenir et gérer la crise de l'action sociale en France. Le cas de Serious Games, tous accompagnés. Est-ce qu'ils sont sur Zoom? Oui. Puis, là, je vais les présenter, évidemment, ça. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? On vous entend, mais donne-moi 2 secondes. Je vais juste arrêter le partage de l'écran. Ok. Est-ce que vous avez des diapos à partager? Oui, normalement, on partage notre écran actuellement. Je ne le vois pas. En haut, le tab. Celui-là? Non. Ouais, ça. Ah, voilà. Ok. Parfait. On va rentrer ça à l'écran. Je vais vous présenter pendant que. Est-ce que vous êtes en plein écran ou parce qu'on voit vos notes en ce moment? Nous avons un petit souci pour faire le zoom. Est-ce que vous nous voyez mieux peut-être? Si vous voulez refaire le partage, je peux vous diriger. Alors, je vais lancer le partage. Ah, là, ça marche. Parfait. C'est bon. Donc, en fait, quand vous êtes prêts? Très bien, Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner la parole. Alors, on regrette bien évidemment de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Néanmoins, on est déjà très heureux de pouvoir vous présenter à distance une innovation, donc un outil pédagogique que nous avons développé dans le cadre de nos enseignements à l'École des hautes études en santé publique, un outil pédagogique qui prend donc la forme d'un serious game qui a vocation à s'attaquer dans la mesure de nos moyens à une crise qui touche actuellement le secteur social et médico-social. Donc, je suis Hélène Kroguenec-Le Saoud, je suis enseignante à l'École des hautes études en santé publique à Rennes depuis quelques années. Je suis directrice d'établissement médico-social et je réalise actuellement une thèse en sociologie. Et je suis accompagnée donc d'une collègue. Bonjour à tous. Je suis Gaëlle Chesnay, je suis enseignante experte à l'École des hautes études en santé publique depuis bientôt 4 ans. Comme Hélène, j'ai été précédemment directrice d'établissement sanitaire social et médico-social. Et c'est avec plaisir que nous vous faisons cette présentation cet après-midi. Ce soir en France. Alors, je vous évoquais il y a quelques instants la crise plurielle qui touche le secteur social et médico-social et à laquelle nous entendons nous attaquer au travers de cette expérimentation. Donc, en premier lieu, il convient peut-être de définir ce que nous entendons sous le terme de crise. Si on se réfère donc à la littérature en sciences sociales, cette crise, elle se caractérise en premier lieu par son caractère soudain, par un contexte incertain, voire menaçant, et qui appelle des prises de décision rapides, formulées le plus souvent dans un contexte de pression très forte. Ce qui caractérise également la crise à laquelle nous souhaitons nous intéresser, c'est qu'elle est plurielle, dans le sens où il s'agit en premier lieu d'une crise individuelle qui est vécue par une population vulnérable, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, d'enfants en situation de danger. Et donc, ces personnes vont vivre cette crise de manière très personnelle en se confrontant à des ruptures de parcours, à des ruptures d'accompagnement. Cette crise, elle est également institutionnelle dans le sens où ces ruptures de parcours s'expliquent aussi par la complexité des politiques sociales et des dispositifs en France, qui fait suite à l'empilement des politiques sociales depuis plus d'un siècle et qui donne lieu finalement, si on emprunte à Max Weber sa définition, à une forme de crise bureaucratique. Et enfin, cette crise, elle est également dans une certaine mesure professionnelle, puisque face à ces ruptures de parcours et à la complexité du secteur, nombre de professionnels se retrouvent finalement en difficulté pour apporter des réponses aux usagers. Notre objectif est donc le suivant,
c'est d'essayer de mesurer comment le jeu peut contribuer dans ce contexte à faire évoluer les pratiques pédagogiques et les pratiques professionnelles. Donc c'est à ce titre que nous avons initié cette recherche-action dans un contexte situé qui est celui de l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Donc pour vous exposer de manière un peu plus détaillée le contexte de cette recherche-action, l'École des hautes études en santé publique accueille chaque année plus de 8000 étudiants qui présentent des profils extrêmement diversifiés, qui parfois sont à l'école au titre de la formation initiale, mais aussi au titre de la formation continue. Et donc, cette école forme les futurs cadres qui exerceront dans les structures sociales et médico-sociales. Donc, c'est un secteur de politique publique qui est de lecture complexe, puisqu'il faut imaginer que ce secteur social et médico-social, il regroupe pas moins de 30 000 dispositifs et établissements qui se répartissent dans pas moins de 40 catégories distinctes qui sont toutes listées au sein d'un document relativement indigeste, qui est le Code de l'action sociale et des familles. Donc, à la faveur de nos enseignements, Gaëlle et moi, à l'EHESP, nous avons été amenés à formuler un triple constat. En premier lieu, que nos enseignements, sous la forme d'un cours magistral descendant, étaient complètement inopérants pour déconstruire la complexité du secteur social et médico-social face à nos étudiants. En second lieu, que du fait de leur parcours et personnel et professionnel, les étudiants identifiaient tous au moins une structure sociale et médico-sociale, mais qu'ils étaient dans l'incapacité de la resituer dans son univers organisationnel et institutionnel. C'est dans ce contexte-là qu'a vu le jour notre petit collectif de recherche à la faveur d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le Centre d'appui à la pédagogie de l'EHESP. Et donc, ce collectif, il s'est constitué de nous-mêmes, toutes les deux enseignantes à l'EHESP, et également de 2 ingénieurs pédagogiques qui relèvent de l'EHESP, avec la volonté de ludifier l'enseignement relatif aux institutions sociales et médico-sociales. Donc la problématique que nous souhaitons traiter aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure un serious game peut constituer un outil de compréhension, de prévention et de gestion des crises dans un environnement institutionnel complexe. Vous l'avez compris, notre école est une école qui a notamment une ambition de professionnalisation. Et dans ce contexte-là, l'école a décidé de déployer l'approche par compétences. Notre projet à nous de développer le Serious Game vient s'inscrire dans cette perspective d'approche par compétences avec la volonté de favoriser la projection des étudiants dans un environnement professionnel. L'approche par compétences, elle se définit selon le genre comme un mode d'élaboration de programme d'études qui consiste à définir les compétences inhérentes à l'exercice d'une profession et à les formuler dans les programmes en objectifs. Très concrètement, ici, à l'École des hautes études en santé publique, l'approche par compétences, elle est conçue autour de la rédaction de 4 référentiels, un référentiel d'activité professionnelle, un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation, qui tous les 3 forment un référentiel de formation. C'est vraiment dans ce cadre que le Serious Game a été conçu comme une interface entre les apports théoriques et les pratiques professionnelles. Il a été par ailleurs conçu comme un outil permettant de briser les routines d'apprentissage. Selon Michel et McNamara, le Serious Game utilise les leviers de motivation du game design pour accroître la motivation des participants à s'engager dans des tâches jugées complexes ou rébarbatives. Nous avons pu, dans le cadre de notre recherche action, constater le fondement de cette affirmation. Alors, de quoi on parle quand on vous parle du jeu? On parle d'un jeu de cartes. Alors, avant d'en venir à la présentation du jeu, je vais d'abord vous apporter quelques précisions sur le cadre théorique sur lequel on s'est appuyé pour analyser justement ce que représentait le jeu, particulièrement pour nos étudiants. Donc, on a fait l'hypothèse finalement que le jeu provoque une forme d'extériorisation des connaissances tacites et contribue à leur explicitation en créant un cadre de partage de ces connaissances.
Donc, nous nous sommes appuyés sur la spirale de la connaissance de Nonaka, qui permet de comprendre les différentes étapes de conversion de ces savoirs tacites qu'on peut définir comme ce que l'on sait sans pouvoir l'exprimer, si on emprunte cette définition à Polanyi, en savoir explicite. Donc la conversion des savoirs tacites en savoir explicite, elle va passer par 4 phases différentes que nous avons essayé de réactiver au travers du jeu. La première phase, c'est une phase de socialisation où l'étudiant va acquérir un certain nombre de connaissances tacites finalement par immersion, par observation de son environnement. Donc ça, c'est la phase de socialisation. La deuxième étape, c'est celle qui va être provoquée par la situation de jeu et qui recouvre l'explicitation de ces savoirs tacites face à un collectif de pairs. Donc dans notre situation, du fait de la situation de jeu, l'individu va être amené à expliciter ses connaissances tacites et va commencer à les codifier également à la faveur des apports théoriques qui auront été faits préalablement au jeu dans le cadre des cours magistraux. La troisième étape est une étape de combinaison de ces savoirs une fois explicités et qui va intervenir au moment des interactions autour de la table de jeu entre les étudiants, où on a un partage finalement des savoirs expérientiels de chacun avec une forme de confrontation et de validation qui s'instaure, et on va voir apparaître des raisonnements qui sont formulés cette fois par analogie ou par comparaison. Et la dernière étape, qui est une étape de consolidation, consiste à réinternaliser ces savoirs, et cette réinternalisation, elle procède du caractère itératif du jeu qui va confronter les étudiants à une multiplicité de situations, et elle va se prolonger ensuite dans les situations de mise en pratique que représentent les stages professionnels pour nos apprenants. Alors, vous l'avez vu, j'ai très envie de vous montrer les cartes. De quoi parle-t-on quand on parle du Serious Game Tous Accompagnés? On parle d'un jeu de cartes composé de 80 paires de cartes dites usagées, donc qui retracent des profils de personnes accompagnées, et puis de cartes dites établissements qui décrivent les établissements et services qui peuvent potentiellement accompagner ces personnes. Pour jouer, nous réunissons 2 à 3 binômes de joueurs autour d'une table de jeu avec un maître du jeu qui a pour rôle d'animer les parties et également un rôle de facilitateur, peut-être même de pédagogue, pour venir expliciter les conditions d'accompagnement, préciser quelles sont les missions des établissements, etc. L'objectif, c'est en fonction du projet de vie d'un usager, de l'orienter vers une institution, en tout cas celle qui semble la plus adaptée à ses besoins. Donc, au-delà de cette orientation, ce que nous souhaitions mettre en évidence, c'était la possibilité de résoudre une potentielle crise individuelle liée à la situation de vulnérabilité d'un usager d'une part, et d'autre part, la crise institutionnelle liée à la complexité de l'offre, puisque comme vous le disait Hélène, le secteur social et médico-social est très varié, très hétérogène et plutôt complexe. Pour valider le matching de cartes, il faut obtenir l'assentiment du maître du jeu et par ailleurs répondre à une question qui est une question de connaissance, qui figure sur la carte établissement. Et le binôme vainqueur est celui qui a orienté le plus d'usagers à la fin de la partie. Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'il rend palpable la philosophie d'accompagnement qui est à l'œuvre dans nos établissements, à savoir que c'est à l'institution de s'adapter à l'usager et pas l'inverse. Pour emprunter les mots de Savignac, la gamification par le jeu de rôle et le jeu de simulation permettrait une mise en ordre du monde professionnel par la naturalisation des règles et des normes. C'est particulièrement vrai avec ce jeu qui oblige d'une part à la coopération et d'autre part, comme je viens de vous le dire, qui conduit les étudiants à mettre les usagers au centre de la réflexion et de l'action. D'un point de vue méthodologique, donc on s'est appuyé sur un dispositif de recherche-action conforme à la définition qui en est proposée par Hugon et Siebel, dans la mesure où il s'agissait d'observer les effets induits par une nouvelle pratique pédagogique. Et cette recherche comprend également une dimension collaborative dans la mesure où nous avons associé les étudiants très tôt à la conception de ce jeu et à son évolution.
on a sondé près de 11 promotions d'étudiants sur l'année qu'a duré cette recherche-action en formation initiale comme en formation continue. Donc l'expérimentation s'est déroulée en plusieurs étapes. La première étape a été une étape de conception d'un premier prototype de jeu à l'initiative de notre petit collectif de recherche qui a été très vite mis à l'épreuve, à la fois auprès d'étudiants sur la base du volontariat et également d'autres enseignants, collègues qui interviennent sur le même champ disciplinaire. Et puis, de manière incrémentale, nous nous sommes nourris des observations et des réserves formulées à l'occasion de ces phases de test pour faire évoluer le jeu dans ses règles, dans la dynamique de jeu, dans son contenu. Au fur et à mesure, nous avons mis en place des phases d'observation passive des séances de jeu en présence des étudiants. Ces observations passives étaient réalisées par les 2 ingénieurs pédagogiques. Nous avons également distribué à l'issue de ces séances d'observation des questionnaires à l'attention des étudiants ayant pu tester le jeu. Ces questionnaires comprenaient 9 réponses, 9 questions fermées avec chacune 5 modalités de réponse ordonnées et 2 questions ouvertes qui portaient sur différents aspects du jeu, le design du jeu, la compréhension des règles, l'appétence à jouer, les connaissances acquises et les éventuels leviers d'amélioration du jeu. Donc, nous avons pu exploiter 131 des questionnaires distribués et les résultats sont extrêmement encourageants puisque 91% des enquêtés estiment avoir consolidé leurs connaissances relatives au secteur social et médico-social à l'issue du jeu. La dimension ludique de cette activité est également très appréciée puisque 97% des enquêtés se disent prêts à rejouer. Et les séances d'observation ont mis en évidence que le caractère itératif du jeu est vécu très positivement par les joueurs, puisque quand, à l'occasion d'une partie, lors de la 2e ou de la 3e partie, les étudiants prennent conscience qu'ils savent désormais répondre à une question dont ils ignoraient la réponse lors de la première partie, ils le vivent comme un moment extrêmement gratifiant. Et nous avons eu le plaisir d'observer que les étudiants n'hésitaient pas également à emprunter à l'issue des séances d'enseignement des boîtes de jeux pour poursuivre en fait le jeu au-delà des seules heures de cours. Donc ça permet de faire vivre l'apprentissage au-delà des heures sanctuarisées. Nos questionnaires nous ont également permis de faire une analyse différenciée des résultats par promotion, sachant que nous avons des promotions qui peuvent présenter des profils extrêmement différents, selon qu'il s'agisse de promotions composées essentiellement d'étudiants en formation initiale, donc plutôt jeunes, avec un faible recul sur le parcours professionnel, et à contrario des promotions qui sont constituées essentiellement d'étudiants en formation continue. Donc, ce que met en évidence l'exploitation des questionnaires, c'est que le jeu rencontre une meilleure réceptivité auprès des professionnels qui ont déjà un certain vécu, puisque au moment de l'explicitation des connaissances, ils vont pouvoir s'appuyer sur un savoir expérientiel qui est plus conséquent, comme en témoigne le verbatim que vous voyez apparaître à l'écran, où à la faveur de l'explicitation d'une situation professionnelle, un infirmier va donner à voir finalement les usagers accompagnés par une structure médico-sociale, les missions de cette structure, les difficultés d'orientation auxquelles il a été confronté et les solutions qui ont émergé dans cette situation de crise. Par ailleurs, dans notre expérimentation, il est apparu que le jeu est devenu un espace où il est possible pour les étudiants de tester la réalité sans s'y confronter directement. Les erreurs éventuellement commises en matière d'orientation des usagers dans tel ou tel établissement ou service donnent lieu à des échanges, favorisent la collaboration entre joueurs et finalement, nous constatons de manière quasi systématique que les erreurs sont pensées comme constructives. Cela confirme l'approche d'Odenburg selon lequel l'espace de jeu, qu'il soit virtuel ou physique, doit s'apparenter à un tiers-lieu, un espace d'échange informel, sans hiérarchie, facilitant les échanges sociaux et propice à la collaboration. Il arrive même que nous montions, si je puis dire, de nombreuses tables de jeu dans des très grands espaces, et c'est vrai qu'on les qualifie de casinos. Voilà, ça nous sort en tout cas du cadre habituel de l'école. En termes de résultats, la question qui se pose, c'est bien sûr comment le jeu répond à la crise ou comment le jeu s'inscrit-il dans le contexte de crise.
La première chose, c'est qu'il encourage, comme cela est nécessaire en matière de gestion de crise, parce que nous sommes par ailleurs enseignantes sur des champs managériaux, la prise de hauteur pour comprendre à la fois les déterminants de la crise et l'environnement de la crise. Par ailleurs, et c'est apparu de manière très nette, en termes de soft skills attachés à la gestion d'une crise, le jeu favorise la collaboration, la communication et l'adaptation. Hélène l'a dit, il permet également de tirer parti des savoirs expérientiels de chacun. Et puis, si on revient sur ce qui est propre à la gestion de crise, c'est un moyen d'expérimenter la prise de décision dans un contexte incertain, ce qui, au regard du profil de nos étudiants, est extrêmement intéressant. Je viens de le dire et donc je n'attarde pas, mais le jeu permet de revendiquer le droit à l'erreur. Et enfin, c'est une manière de s'appuyer sur l'innovation à la fois collective et individuelle, sachant qu'en matière de gestion de crise, on a plutôt tendance à rechercher l'intelligence collaborative pour résoudre un problème complexe et on se méfie parfois des positions majoritaires. En termes de limite et de perspective, ce qui a pu être dit de manière récurrente par les étudiants, c'est qu'il y a une crainte ou des questionnements sur la simplification du réel dans le cadre du serious game, qu'on pourrait améliorer en enrichissant le jeu avec des situations plus critiques pour se rapprocher de la réalité. Mais ça, c'est sans doute le propre du jeu. Et autre constat qu'on a fait d'un point de vue pédagogique, c'est qu'il nous est apparu nécessaire de formaliser les savoirs explicites à l'issue du jeu. Et pour cela, on a créé assez récemment une carte mentale qui vient présenter l'ensemble des institutions et les adressages de l'ensemble des usagers. En termes de commercialisation, en termes de perspective, on a donc une perspective de commercialisation du jeu par les presses de l'école de l'EHESP. C'est encourageant parce que ça nous permettra de mesurer la pertinence du jeu et son impact auprès d'autres publics, par exemple les étudiants en travail social ou les étudiants qui sont dans des écoles de formation, des professions en santé. Et puis, petite nouveauté, nous sommes en cours de réflexion pour établir une version numérique du jeu qui pourrait nous permettre, d'une part, d'en améliorer la diffusion et puis, d'autre part, sans doute de toucher un autre public ou différemment le public auquel nous nous adressons. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à vous. Il y a des questions pour Hélène et Gaëlle. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation fort inspirante. Moi, j'aimerais revenir sur la forme du jeu choisi, et c'est une question qu'on aurait pu vous poser aussi, Émilie et Maureen, mais d'un point de vue anthropologique, je me demande pourquoi toujours il y a des formes qui font du succès. Est-ce que c'est parce qu'on a un public jeune qu'on choisit un escape game? Pourquoi vous avez choisi ce format? Pourquoi pas, par exemple, un jeu de plateau? Et du coup, qu'est-ce que vient apporter? Alors, peut-être que ma question est trop naïve, mais pour moi, dans l'escape game, il y a une notion de temps limité. Que vient apporter le temps limité, là, dans l'expérience d'apprentissage? Merci. Alors, je vais esquisser une première réponse. Donc, de fait, il ne s'agit pas d'un escape game, hein. Il s'agit d'un jeu de cartes qui est basé sur une logique d'appariement, c'est-à-dire qu'on part de la situation, du projet de vie et des besoins de l'usager pour formuler des propositions d'orientation au travers des cartes d'établissement dont disposent les joueurs. Donc, il n'y a pas de notion d'énigme à résoudre. On a vraisemblablement choisi le jeu de cartes aussi au regard des moyens qui étaient les nôtres, c'est-à-dire que c'était un jeu d'un point de vue logistique qui était très facile à développer et à mettre en place. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est orienté vers cette forme de jeu. Aujourd'hui, on essaie justement de mobiliser des moyens supplémentaires pour pouvoir envisager son adaptation sous une forme numérique qui touchera du coup un public plus diversifié, plus large. Sur la gestion du temps, là, on a vraiment expérimenté. On en est venu à la conclusion qu'il y avait quand même un temps d'appropriation des règles et du principe de jeu, et que donc la première partie était une partie de découverte et que il n'était pas souhaitable que cette première partie
s'étale dans le temps. Une fois que les principes sont acquis par les joueurs, très vite, on passe sur une deuxième partie, puis une troisième partie, justement pour mettre au fur et à mesure en valeur les acquisitions progressives des étudiants qui le vivent comme quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je ne sais pas si tu veux compléter. Et peut-être pour compléter, en ce qui concerne notre public, pour le jeu, il n'est pas forcément jeune, puisque nous accueillons à l'école pas mal de filières de professionnalisation, avec parfois pour certaines promotions des moyennes d'âge plutôt autour de 50 ans. Donc en fait, les étudiants que nous touchons ici et les élèves à l'école vont avoir entre 24 et 55 ans probablement. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Bonjour, moi c'est juste pour que vous puissiez un petit peu approfondir. J'aimerais savoir un peu plus comment fonctionne le jeu. Je ne sais pas trop comment demander ça, mais comment se déroule une partie de jeu plus en détail? Qu'est-ce que font les joueurs exactement dans... Alors, donc la partie va se passer de la manière suivante. Chaque joueur se voit distribuer une main initiale qui comprend à la fois des cartes usagées et des cartes établissement. Et donc, l'ambition, c'est d'essayer d'orienter un maximum d'usagers en fonction de son projet de vie tout au long de la partie, puisque le binôme lauréat est le binôme qui, à l'issue de la partie, aura orienté avec succès le plus d'usagers en fonction de ses besoins. Donc, en fait, le joueur va choisir une carte usagée et il va essayer d'orienter cet usager en demandant aux autres joueurs s'ils disposent de la carte établissement qui permettrait de répondre aux attentes de l'usager. Et pour pouvoir s'accaparer cette carte établissement, il va falloir qu'il soit en capacité de répondre à la question de connaissance qui figure sur cette carte établissement. Donc, si je reprends l'exemple qui apparaît à l'écran, nous avons Francis, 92 ans, qui cherche une place dans une maison de retraite, et un autre joueur a dans son jeu vraisemblablement une carte relative à la maison de retraite. Et donc, pour que l'union entre ces deux cartes puisse se faire, il faudra que le détenteur de la carte usagée sache répondre à la question de connaissance que vous voyez apparaître à l'écran, qui est quel est l'outil de contractualisation qui lie la maison de retraite au conseil départemental et à l'agence régionale de santé. Et donc, soit le joueur a la bonne réponse et donc gagne la carte établissement et a réussi à apparier l'usager, soit il n'a pas la réponse et il va devoir piocher une autre carte et la partie continue, c'est au joueur suivant. Et à chaque fois, le maître du jeu intervient, d'une part pour fluidifier le jeu s'il est besoin de donner des indices sur les missions de l'établissement, sur les besoins de l'usager, et également pour valider l'appariement qui est proposé par le joueur ou par le collectif si le joueur s'est fait aider de ses collègues. Et juste pour approfondir, c'est toujours une relation linéaire. Il y a toujours une seule solution à un problème. Ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs établissements qui correspondent aux besoins de l'usager? Alors justement, c'est là où le maître du jeu, je dirais, rentre en scène, puisque effectivement, il y a une orientation, on va dire, qui est prédéfinie initialement et qui figurera d'ailleurs sur la carte mentale qui solutionne la partie à la fin du jeu. Mais néanmoins, s'il s'avère qu'un joueur a une autre proposition et que celle-ci est argumentée et recevable au regard du projet de vie de l'usager, le maître du jeu peut décider de valider cet appariement. Donc ça laisse libre cours finalement à des propositions alternatives et ça permet réellement de mettre l'usager au centre. Juste une question là-dessus, mais... Vas-y. Oui, désolé, je vais utiliser mon temps. Mais je me demandais si c'est effectif, c'est-à-dire dans les structures institutionnelles par la suite, s'il y a cette possibilité-là pour les personnes qui sont en position en fond de direction, de diriger les usagers vers d'autres établissements qui sont pas nécessairement conçus pour ces usagers-là en premier lieu. Peut-être je peux commencer à vous répondre. Pour l'instant, le jeu, nous l'avons utilisé uniquement dans le cadre de nos enseignements, mais il va être commercialisé à partir de septembre prochain.
et un certain nombre, donc il y a déjà eu un peu de publicité, un certain nombre de nos collègues nous ont déjà demandé de mettre de côté des boîtes pour pouvoir les utiliser dans leurs établissements, donc au titre de la formation professionnelle, sur des séquences de formation qui seraient assez courtes. Par ailleurs, certains des élèves que nous formons ici sont des élèves directeurs, et je dirais ce sont nos meilleurs ambassadeurs, puisque souvent ils nous demandaient précédemment si le jeu allait être commercialisé, et pour certains, voilà, ce sont nos ambassadeurs, ils parlent du jeu. Pour l'instant, on n'a pas touché le public des usagers eux-mêmes. Par exemple, les associations d'usagers, et ça fait partie peut-être des points d'interrogation, parce que notre approche, elle est très professionnelle, et même si on vous a dit que la philosophie d'accompagnement, c'est de mettre l'usager au centre, on ne s'est peut-être pas totalement appliqué la règle puisqu'on n'a pas construit le jeu avec des usagers. Pour répondre à l'autre question qui porte sur la possibilité en dehors du jeu de rencontrer ce type de situation, à savoir de devoir orienter un usager vers une structure qui initialement n'avait pas vocation à l'accompagner. De fait, oui, c'est quelque chose que nos futurs cadres du secteur social et médico-social peuvent envisager dans leur parcours professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des effets d'embolisation parfois dans chacune de ces structures du fait d'un manque de place et du fait de l'évolution aussi des attentes des usagers. Donc dans ce cas de figure-là, effectivement, les futurs cadres vont avoir à penser une orientation alternative en déconstruisant les silos qui caractérisent nos politiques sociales, c'est-à-dire qu'on va considérer l'usager avec l'intégralité de ses besoins pour essayer de construire un parcours alternatif. Donc, c'est effectivement une situation professionnelle qui ici est représentée au travers du jeu, mais que demain, les futurs cadres devront affronter dans le cadre de leur mission. Et peut-être, si je puis me permettre, en complément de ce que je disais à l'instant, quasiment toutes les cartes usagées nous ont été inspirées par des situations réelles que nous avons l'une et l'autre rencontrées dans notre carrière professionnelle. Et ça, les élèves et les étudiants, ils sont très sensibles. Parce que c'est vrai que, du coup, moi, je peux rentrer dans le détail de certaines situations, et c'est vraiment quelque chose en termes d'appropriation qui fonctionne bien. Parfait, merci. François, vous avez... Oui. C'était une question qui rejoignait un petit peu la question précédente. En fait, je me pose la question, comme justement, il y a une résolution finale qui semble pouvoir reprendre toutes les cartes qui s'agenceraient comme les pièces d'un puzzle. Après, ici, je n'ai qu'un seul exemple de carte face à moi, mais je me pose une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que ça ne va pas un peu idéaliser le métier, je vais dire, pour les personnes qui se forment à ça, dans le sens où finalement, ce sera un petit peu, il y a toujours une petite case qui va correspondre à chaque individu, alors que, vous le dites vous-même, des fois, il y a des effets où on ne trouve pas des places adéquates, etc. Et je ne sais pas tous les facteurs qui sont pris en compte pour les cartes usagées, mais je m'interroge sur ce point-là dans un monde idéal, dans un jeu idéal, où on dit il y a une solution parfaite au jeu, alors que dans le monde réel, il n'y a jamais de solution parfaite, sauf si on a beaucoup d'argent, j'ai l'impression. Alors, c'est une interrogation qu'on partage, hein, évidemment. C'est ce qu'on vous évoquait un petit peu plus tôt quand on regrettait finalement l'effet de simplification que peut induire le jeu dans une certaine mesure. Et c'est d'ailleurs un développement désormais qu'on envisage, à savoir proposer des cartes usagées qui effectivement n'appellent pas de solution évidente si on considère uniquement l'offre existante, et qui va amener finalement le joueur à encore plus de créativité, à être encore plus force de proposition dans le parcours qu'il pourra proposer. Mais c'est un développement effectivement qu'on envisage. Après, encore une fois, là, on est dans un projet pédagogique qui vise déjà à identifier les structures existantes et le champ des possibles, qui est déjà très, très vaste. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager avec nos étudiants, mais peut-être dans un second temps, pour essayer de ne pas être effectivement victime de cet effet de simplification. Et par ailleurs, en France, au milieu des années 2010, il y a eu une politique publique à destination des plus vulnérables et notamment des personnes en situation de handicap qui s'appelait Zéro sans solution. Donc avec une incitation forte à proposer une solution, même si elle n'est pas totalement adaptée aux besoins de ces personnes. Donc c'est le jeu tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un formidable prétexte
pour évoquer cette incitation en termes de politique publique à systématiquement proposer une solution même partielle, même inadaptée, et à en débattre. Et même s'il n'y a pas en réalité toujours une solution, en tout cas, il y a une vraie attente de la part des pouvoirs publics que les professionnels essayent de tout mettre en œuvre pour proposer quelque chose. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Mais merci beaucoup de nous avoir rejoints, Pascal, pour présenter votre travail. Merci à vous pour votre accueil. Oui, merci beaucoup. C'est ce qui mettrait fin en fait à la journée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui étaient en ligne aujourd'hui.